Bonjour à tous et merci d'être fidèles au chemin de la foi sur France 2. Sagesse bouddhiste nous propose aujourd'hui d'écouter Marc de Smet faire l'éloge du bon sens pour la quête de sens dans nos vies, nos croyances, nos réflexions et nos actions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons à un thème d'actualité, la quête de sens dans notre société qui en a de plus en plus besoin. Car le rapport entre le monde et la paix que nous pouvons trouver en nous est essentiel. Il faut pour cela tenter de comprendre quels sont les dénominateurs communs de nos croyances spirituelles afin d'avancer en toute lucidité. Alors, quelles sont les principales pistes qui se dégagent? Quelle forme peut prendre cette quête? Sont-elles accessibles à tous et comment concrètement les appliquer? Je suis très heureuse d'accueillir celui qui œuvre depuis plus d'une cinquantaine d'années dans cette quête de recherche de sens, Marc de Smet. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, éditeur, journaliste. Vous avez également été l'élève de maître Tezen Deshimaru pendant une dizaine d'années. Et votre dernier ouvrage s'intitule Chevaucher le vent, écrit sur la méditation et le silence, publié chez Albin Michel, où justement il regroupe trois de vos principaux livres, dont celui Éloge du bon sens en quête de sens. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre, Chevaucher le vent, Marc de Smet? Parce que je pense qu'il vaut mieux d'abord ne pas se faire bousculer par le vent et grimper dessus. Mais en fait, l'idée m'est venue à la suite d'une histoire zen que j'aime beaucoup, et orientale d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'Orient, qui compare la méditation, la posture de méditation à une montagne. Et qui dit, cette montagne est plus ou moins environnée de nuages, de brumes. Parfois, ils sont tellement épais qu'on ne les voit même plus, et qu'on ne voit même plus la montagne. Mais il y a le vent. Et le vent pousse les nuages et permet au ciel bleu de réapparaître. Et c'est pour moi une histoire magnifique parce qu'elle signifie bien ce qui se passe en nous pendant qu'on médite, c'est-à-dire qu'on est perdu, noyé dans nos pensées, mais qu'il y a le vent de la respiration qui est là et qui nous permet, en quelque sorte, d'opérer ce nettoyage intérieur qui nous permet d'y voir plus clair et donc de retrouver le ciel bleu en nous. Et c'est un peu ça qui mène un peu tout ce recueil et ces trois livres. C'est tout ce travail sur et la quête du sens et la quête d'une respiration consciente, parce que je crois que la respiration consciente, c'est vraiment la clé de tout ça. Tout est lié, oui. De la méditation en général et d'une façon de bien vivre nos vies. Je pense que le vrai maître, notre vrai gourou, pourrait-on dire, pour employer ce terme-là, c'est notre propre respiration. C'est la façon dont on va savoir l'utiliser qui va nous donner la clé d'un tas de choses. Alors revenons à votre histoire et à la genèse de cette quête que vous avez menée, je le disais, pendant plus de 50 ans, que vous continuez d'ailleurs à mener. Alors vous dites, en mai 68, ma révolution fut intérieure, tous les possibles s'ouvraient alors à nous, des expériences hallucinantes, des voyages exotiques, des rencontres invraisemblables, mais si réelles, des libertés souvent débridées. Alors à quoi ressemblait cette époque, Marc de Smet? À quoi elle ressemblait? D'abord, on sortait d'un monde très très gris, où les choses étaient assez fermées, et tout d'un coup, il y a eu toute cette explosion, même avant 68, si vous voulez, et qui a été aussi bien la libération sexuelle que la libération des couleurs, que le psychédélisme. On découvrait en même temps l'Orient, on découvrait les chemins de Katmandou, on découvrait énormément de choses. Il y avait une créativité inouïe, que ce soit en termes musicaux, que ce soit en termes artistiques, que ce soit en termes de possibilités diverses. On n'avait pas du tout les mêmes soucis que maintenant au niveau du chômage et des choses comme ça. Enfin, et comme je dis, comme vous le dites, ma révolution intérieure, ça a été de découvrir tous ces textes d'Orient qui, tout d'un coup, moi qui avais fait des études de lettres et de philosophie, m'ouvraient un champ aussi incroyable de possibles. Et me faisait penser que notre pensée s'arrêtait quelque part là où la leur commençait. Enfin, il y avait une complémentarité possible qui était formidable. Et une cohérence, donc. Une cohérence. Et alors, justement, concrètement, quelle forme a pris cette quête pour vous? Et bon, l'autre découverte, ça a été que ces philosophies orientales et ces livres, aussi bien de Suzuki sur le zen, le premier livre du Dalai Lama,
des livres hindous, Sri Aurobindo, Ramakrishna, etc., bien d'autres. Ce n'était pas que de la philosophie. C'était aussi des pratiques physiques que les Grecs, d'ailleurs, du temps d'Alexandre le Grand, appelaient des gymnosophies, des gymnastiques de sagesse, qui étaient le yoga, qui était le zazen, qui était des tas le qigong, le tai chi en Chine, etc. Et donc tout ça, c'était basé sur du concret. Jusqu'au jour où j'ai découvert, avec Maître Deshimaru, le zazen, la méditation assise. Et là, je me suis dit, là, c'est vraiment mon histoire, il y a quelque chose qui me parle là et que j'ai envie d'approfondir, et avec cet homme qui m'intéresse vraiment, et avec cette pratique que j'ai envie d'approfondir en sa compagnie, et cette philosophie qui m'intéresse vraiment. Et alors, revenons à votre livre, Éloge du bon sens en quête de sens. Alors justement, vous traquez tout ce qui est fanatisme, sectarisme, vous dénoncez beaucoup de choses. Quels sont les principaux écueils, justement, à éviter, Marc de Smet, selon vous? Que ce soit fanatisme ou sectarisme, je pense qu'à partir du moment où on vous dit que le message qu'on vous enseigne, c'est le seul et unique message. À partir du moment où on vous demande beaucoup d'argent pour ça, à partir du moment où on vous dit qu'il y a des enseignements secrets, etc., à partir du moment où on veut vous couper de votre famille ou de vos proches, etc., à partir du moment où vous sentez que vous êtes pris dans une sorte de machine fermée, il n'y a pas d'autre mot, bon, méfiance. Bon, par contre, à partir du moment où il y a l'esprit critique, où il y a de l'humour, où il y a de la tolérance, où il y a de l'intérêt pour les autres, où il y a vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est bien de choisir une voie particulière, pourquoi pas, quelle qu'elle soit, vous voyez? Mais il faut qu'elle soit ouverte au monde, ouverte aux autres, ouverte complètement à ce qui se passe. Et bon, il y a de multiples chemins sur la montagne, et c'est tout, mais ils sont tous respectables. Vous dites d'ailleurs, mon expérience me permet à présent de dire que tout exercice assurant un changement dans la conscience quotidienne, celle de l'habitude, est en lui-même une thérapie. C'est très fort. Oui, à partir du moment où il y a un acte posé en conscience, il y a exercice de méditation, pourrait-on dire. Il y a une très belle formule du Zen qui dit la méditation n'a rien à voir avec la position assise, couchée ou debout. C'est une phrase très interpellante, puisqu'on pratique normalement la méditation de façon assise. Bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui dépasse infiniment le simple fait de se mettre dans un endroit pour se recueillir. Ça peut être fait n'importe où. On peut être dans le métro et tout d'un coup faire un rappel à soi, et je reviens à moi, je respire calmement et je me repose face à la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le b.a.-ba de la méditation. Et en fait, que vous soyez en train de faire de la vaisselle, il y a cette fameuse histoire zen qui dit un disciple demande à un maître qu'est-ce que la vérité? Le maître lui répond, tu as mangé? Oui, eh bien va laver ton bol. Bon, c'est de simplement rester en conscience, complètement présent. Qu'est-ce que la vérité? C'est l'arbre au fond du jardin. Regarde ce qui est en face de toi. C'est d'être vraiment tout le temps en prise avec la réalité, et de repérer très très précisément les moments où on se barre. C'est Montaigne qui disait, en fait, l'esprit de l'homme dérape sans cesse. Et c'est très très vrai. On est sans arrêt en train de s'évader en quelque sorte. Et il faut se ramener à soi. Vous voyez, et c'est ça, à mon avis, la méditation, vraiment. Et bon, bien sûr, il faut se prendre des moments où on se recueille plus profondément, parce que comme ça, on retrouve un quant à soi, un calme intérieur, une sérénité intérieure, on se ressource profondément. Mais ça peut être fait tout le temps. Alors, il y a aussi un terme que vous employez et que vous reprécisez, parce qu'on l'emploie un petit peu à tort et à travers aujourd'hui, c'est le terme positiver. Alors, quelle est votre définition, à vous, de ce terme? Il s'agit de se dire comment je travaille sur moi. C'est Christophe André, le docteur Christophe André, qui dit mais un simple sourire que l'on prend change en quelque sorte nos circuits, nos circuits parasympathiques et sympathiques sont changés par le simple fait de sourire et de respirer d'ailleurs aussi en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Faire l'effort de changer de curseur, se dire simplement je déplace. Et déjà, être sans arrêt en train de se dire, plutôt que de tomber dans le pire, on vit dans une société un peu bizarre, assez anxiogène, tout le monde se plaint, tout le monde est un peu tristouné, disons-le carrément, et en France en particulier, il y a un peu une sorte de chape de plomb.
Mais comment bouger ça? On bouge d'abord ça à l'intérieur de soi-même, et c'est relativement facile à faire, c'est-à-dire faire l'effort d'essayer d'aller mieux, et faire l'effort de voir ce qu'il y a en effet de positif dans la vie, de s'émerveiller un peu par rapport à tout ce qui est... Il y a un très beau Koan Zen, et d'ailleurs bouddhiste et oriental, qui dit « Vous qui avez eu la chance de prendre forme humaine, ne perdez pas votre temps. » Se dire « Mais j'ai la chance de vivre. Comment je me sers de cette chance de vivre ?» C'est un truc assez incroyable. Pourquoi on est arrivé là? Profitons de ça. Et puis, allons de l'avant plutôt que... Évoluons plutôt que... involuons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a aussi un autre aspect qui vous tient à cœur, c'est celui de la prière. Oui. Quelle que soit d'ailleurs la tradition spirituelle, pourquoi est-ce que c'est essentiel pour vous, Marc de Smet, la prière? Pour moi, la prière, c'est d'abord ce recueillement, c'est-à-dire savoir trouver un moment de silence en soi. Bien sûr, il y a les prières de demande, il y a les prières de louange, il y a les prières de contemplation, etc., etc. Mais pour moi, c'est d'abord ça. Pour moi, la vraie prière, c'est cette admiration qu'on peut avoir pour la vie, c'est ce respect pour la vie. Bon. Il y a une très belle histoire du Mahabharata, la grande épopée hindoue, il y a les temps d'Arma, qui pose à un des frères Pandavas une question. Il lui dit « Donnez-moi une image de l'infini ». Et l'autre lui répond « L'image de l'infini, c'est l'espace contenu entre mes deux mains jointes ». Voilà. Et ce geste-là, on le trouve dans le monde entier. Voilà. Ça veut dire, c'est tout simplement savoir justement rassembler les choses, savoir se rassembler à l'intérieur, savoir trouver un peu autre chose que l'agitation quotidienne, et trouver en soi et du respect pour soi-même et du respect pour les autres, et du calme à l'intérieur qui va donner du calme à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une sorte de mouvement entre soi et l'extérieur et soi. Alors justement, est-ce que pour conclure, on ne pourrait pas évoquer aussi cette écologie intérieure? C'est aussi un petit peu le terme de ce que vous décrivez. Et peut-être aussi, justement, essayer de couper cette logique du web, de toutes ces sollicitations numériques qui nous polluent quand même, il faut bien le dire, dans la société aujourd'hui, et qui vont peut-être contre cette quête de sens. Écoutez, il ne s'agit pas de refuser du tout la société. Il s'agit de ne pas être dupe, ni dupé par elle. Donc, comment on fait? Par exemple, on n'est pas branché tout le temps. Pour moi, il y a une sorte de véritable yoga à avoir. Donc, yoga, ça veut dire une façon de se relier en sachant se débrancher. Vous voyez? On est tout le temps en train de regarder quel mail j'ai reçu, quel message j'ai reçu. On nous voit sans arrêt en train de... Et tout le monde, d'ailleurs, voilà, on est comme ça. Mais il faut savoir couper. Je lisais un texte d'un psychologue américain qui disait « Mais à partir de 11h du soir, il faut absolument tout débrancher si on veut trouver le nombre d'heures de sommeil nécessaire, utiles, dont nous avons absolument besoin, parce qu'en Occident, on dort 2 heures de moins que ce qu'on devrait dormir grâce à toutes ces petites machines et à ce temps qu'on passe avec les écrans divers possibles et variés. Et donc, il faut savoir débrancher. On a, si vous voulez, avec toutes ces histoires, une sorte de véritable fil à la patte. C'est bien aussi de savoir l'enlever, de passer à autre chose et de ne pas être uniquement dans cette logique-là et complètement prisonnier de ce monde tout à fait virtuel. Il faut savoir aussi revenir au monde réel et à la respiration et à ce calme qu'elle entraîne à l'intérieur de nous. Voilà, c'est tout simplement du bon sens, hein. Rien d'autre en effet. Et qui nous est très utile. Merci infiniment, Marc de Smet, pour tous ces conseils très Merci concrets. à vous. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Chevaucher le vent, écrit sur la méditation et le silence, aux éditions Albin Michel. Vous y retrouverez la réédition de 3 de ses ouvrages, Le rire du tigre, consacré à Maître Tezen Deshimaru, Éloge du bon sens en quête de sens, donc, ainsi qu'Éloge du silence. Toujours de notre invité, Sagesse et malice du zen, illustré par Jochen Garner, publié au livre de poche. Et enfin, Le Bouddha à 4 pattes, de Dirk Grosser, publié aux éditions Le Relier. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.